Bon, je pense qu'on va pas tarder à commencer. Timothée, de ton côté, c'est bon? Ouais, pas de souci. Ok, top. Merci pour ceux qui ont commencé à se présenter. Je vais me présenter aussi rapidement avant de laisser la parole à Timothée, du coup. Donc, comme vous le savez, le sujet de ce soir, c'est l'intelligence artificielle dans la santé. Donc, on a Timothée qui est pharmacien, qui a fait beaucoup de choses et je le laisserai se présenter plus en détail qui va nous en parler. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre un petit peu vos attentes par rapport à la conférence pour que Timothée puisse un peu orienter son discours. N'hésitez pas aussi à poser vos questions pendant la conférence. Je pense qu'on fera des petites pauses pour répondre aux questions. On ne fera pas tout à la fin, je pense. Ce sera un peu plus interactif. Et puis, du coup, ce webinaire a été co-organisé avec la DigiCare School, du coup, que je représente. Donc, moi, je suis étudiant en fin d'études de pharma. Je me spécialise à l'École polytechnique en innovation. Donc, j'ai monté il y a 2 ans la DigiCare School, qui a deux missions, en fait. Tout d'abord, une mission un peu plus de médias. Donc, on a une newsletter, en fait, bimensuelle, où on relaye pas mal d'actualités sur l'innovation en santé. On rédige pas mal d'articles, pas mal d'interviews d'acteurs de l'écosystème. Et puis, on a aussi un aspect plus formation qu'on fait depuis 2 ans, qui était avant en présentiel. Donc, moi, quand j'étais en études de pharma à Paris-Saclay, on faisait des sessions de cours là-bas. Donc, en fait, c'était sur l'entrepreneuriat, l'innovation et le digital dans la santé. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un sujet qui n'était pas du tout abordé dans les études de pharma et dans les études de santé de manière générale. Donc, on avait déjà eu l'occasion de faire intervenir Timothée lors d'une des sessions de formation et c'était super cool, donc notamment sur les données de santé. Et voilà, donc du coup, nous, notre objectif, c'est de former et d'acculturer un peu les étudiants en santé au digital, à l'innovation et à l'entrepreneuriat dans la santé, notamment via une formation en ligne qui s'appelle la GCare School. Voilà, c'est un programme de 2 mois complètement en ligne, ouvert à tous les étudiants en santé et les professionnels de santé, qui vous forme à tous ces sujets-là d'entrepreneuriat, de digital, d'innovation, et qui vous met aussi par groupe pour vous faire comprendre en pratique comment on lance un projet dans la santé. Et voilà, donc vous êtes coaché par des mentors, il y a pas mal de talks aussi. Donc là, c'est un peu dans ce cadre-là aussi qu'on organise ce webinar. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a une prochaine promo qui commence fin novembre. Et puis, vous avez tout sur le site digicare.info, que ce soit pour la newsletter ou la formation, si vous avez des besoins d'infos en plus. Voilà, donc je vais laisser Timothée se présenter et puis nous parler du sujet de ce soir, qu'il y a en santé. Encore merci pour ta participation. Et puis n'hésitez pas, du coup, comme je le disais, à poser vos questions et à essayer de nous dire un peu quelles sont vos attentes pour que on puisse que ce soit productif pour vous aussi, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario, et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Je suis du coup également pharmacien de formation de l'université Paris 11. Je devrais dire plutôt Paris-Saclay maintenant que ça a été fusionné, en particulier vu à quel point ça a grimpé dans les classements. Et avec un master du coup filière industrie, avec un master en biotechnologie et thérapie innovante. Et j'ai ensuite rejoint une société de conseil qui s'appelle Voisin Consulting Life Science, qui est une société spécialisée sur des sujets d'affaires réglementaires, et où j'ai commencé du coup à faire un peu, à toucher à différents sujets, notamment des innovations de rupture et notamment un petit peu de dispositif médical. C'est là où j'ai commencé à toucher un peu du doigt sur ces innovations. Et ensuite, j'ai rejoint l'Institut Curie, centre de lutte contre le cancer, et plus particulièrement le département de valorisation et partenariat industriel, qui a mis un très fort focus sur ces sujets-là et assez tôt. C'est une institution qui a été assez précurseur dans la digitalisation de ses activités et qui, du coup, a énormément de données rétrospectives, longitudinales en oncologie. Et souvent, on associe gros volume de données à un terreau fertile au développement de technologies d'intelligence artificielle. On y reviendra. Et l'autre spécificité, c'est que de l'Institut Curie, c'est qu'il y a aussi de très nombreuses équipes de recherche en interne, et notamment des départements de computational biology, qui est plus ou moins des synonymes de l'intelligence artificielle. On y reviendra aussi. Et donc, en fait, on avait un terreau fertile à la fois avec de la donnée et à la fois avec une expertise de pointe sur ces sujets-là. Et dans ce département de valorisation et partenariat industriel, j'étais notamment en charge des enjeux de valorisation de données et de logiciels.
Et c'est là où, du coup, j'ai commencé vraiment à y passer du temps et à m'acculturer de manière proactive à ces sujets, puisque j'avais pas forcément de background pure tech, et donc j'ai dû m'acculturer, on va dire de manière assez indépendante, à pas mal de ces sujets, et on y reviendra aussi. Et aujourd'hui, j'ai quitté l'Institut Curie il y a quelques mois pour rejoindre le Biome de Novartis, qui est un département d'open innovation dédié au digital et à la donnée, et qui est un facilitateur pour mettre en place des collaborations du coup entre Novartis et notamment des startups de l'écosystème. Pour revenir plus généralement au sujet, et puis on reviendra peut-être au fur et à mesure à certaines expériences que j'ai pu avoir dans ces activités et dans l'activité que j'ai aujourd'hui. Il faut recontextualiser l'enjeu, et déjà c'est un enjeu dont on pourrait parler pendant des heures. Uniquement certains segments, quand on dit en santé, on pourrait passer 1 heure juste sur l'optimisation de molécules chimiques en recherche amont, sur de la recherche translationnelle, sur de la médico-économie, sur de l'aide à la décision. Sur chacun de ces sujets, on pourrait passer 1 heure. On va essayer de parler un petit peu de chacune de ces valeurs ajoutées, de ces plus-values dans l'ensemble du parcours. Et déjà, petite parenthèse, bien évidemment, à l'époque où j'ai fait pharma, il n'y avait pas du tout ces sujets-là adressés, notamment dans les études de pharma à Châtenay-Malabry. Il y a une étude de cas qui est vraiment une étape majeure du cursus. Et à l'époque, ça commençait tout juste à parler de dispositif médical et on était encore sur des molécules chimiques. Et là, typiquement, j'ai eu la bonne surprise l'année dernière de voir dans cette étude de cas, donc quelques années plus tard, aujourd'hui, une vraie considération pour le sujet. L'année dernière, c'était un organe synthétique qui avait un rétrocontrôle avec de l'intelligence artificielle. Et donc vraiment, ça semble être aujourd'hui de plus en plus ça commence à rentrer dans les considérations des études de pharmacie. J'ai décidé de ne pas vous présenter de slides aujourd'hui, mais je pense que c'est plus interactif. N'hésitez pas à me poser vos questions effectivement dans le chat, et je les ai sur le côté, donc je pourrai y répondre au fur et à mesure. La slide que probablement tous les pharmaciens en études ont vu, c'est cette fameuse frise des 1 milliard d'euros et 10 ans de développement, qui montre que c'est très très compliqué, qu'il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus, que ça prend du temps, que c'est coûteux, et qu'on a énormément d'informations. Et donc, bien évidemment, l'IA s'est jetée sur cette situation parce qu'elle regroupe tous les éléments pour qu'il y ait un intérêt à des développements, des délais forts, beaucoup de données, des coûts très importants. Et donc, bien évidemment, il y avait une importance et un intérêt fort de l'industrie du logiciel pour l'industrie pharmaceutique. Souvent, on compare, on dit on va développer une molécule avec de l'IA, et on a vu certains communiqués de presse arriver et dire telle molécule a été développée grâce à l'IA. Faut vraiment pas voir ça comme un processus d'un seul bloc. C'est-à-dire que les 10 ans de développement dont on parle, c'est pas l'IA qui se plug sur les 10 ans de développement et qui va résoudre les 10 ans de développement d'un coup d'une manière homogène. Et donc, si demain, vous allez à la fin de vos études en pharmacie, travailler uniquement sur un axe de discovery ou un axe préclinique ou un axe clinique ou un axe market access, vous aurez affaire à des outils spécifiques vis-à-vis et totalement indépendants du reste de la chaîne vis-à-vis de votre enjeu spécifique. Et donc, il y a aujourd'hui des outils qui vont répondre, qui vont répondre et essayer de répondre à des enjeux de docking de molécules chimiques par rapport à une molécule, par rapport à sa cible, et qui vont essayer de développer des modèles avec des approches technologiques un petit peu différentes, des approches de bioinformatique un petit peu innovantes pour répondre à uniquement ce sujet.
ou des sujets de balance solubilité versus docking versus avec des éléments de pharmacovigilance. C'est des sujets très spécifiques à chaque fois. Et donc finalement, l'élément important par rapport à tout ça, c'est que ce sont des outils qui s'intègrent dans la panoplie des outils habituels. Et donc, c'est un marteau qui se rajoute à la caisse à outils, qui est composé de plein d'autres choses et qu'on continue à utiliser de manière classique. Et donc, ces outils-là sont des implémentations des méthodes traditionnelles plus que à la place de. Ça s'ajoute aux outils qu'on a habituellement. Et donc, ils vont pouvoir s'associer aux différentes étapes du développement. Et avec des promesses. Donc, il y a certains CEO de start-up qui disent leur objectif, nous, c'est de réduire de 4 à 5 fois les coûts et les délais de développement des molécules. Et donc, c'est le cas de Exscientia, qui est un des leaders, en tout cas, qui communique et qui a levé beaucoup d'argent comme étant un des leaders du sujet. Et c'est leur promesse de réduire le temps et les coûts de développement. Timothée, je te coupe. Tu avais une petite question sur ce qu'est l'enjeu de docking. Alors, l'enjeu de docking, c'est que la manière de faire précédemment, c'est de screener des énormes volumes de molécules et derrière de les tester. Et de tester des énormes bibliothèques de molécules chimiques, c'est extrêmement coûteux, que ce soit sur des modèles in vitro ou des modèles in vivo. Il y a parfois des situations où finalement vous partez d'une énorme banque et au fur et à mesure vous essayez de réduire le scope, mais systématiquement vous avez encore des grosses banques de molécules chimiques à tester et c'est très coûteux, c'est très long et pas forcément efficient. Et donc l'idée d'un certain nombre de startups et d'acteurs de l'IA, c'est de développer des algos qui vont prédire un certain nombre d'interactions, un certain nombre et qui vont répondre à des problématiques avant qu'on se les pose et avant qu'on ait un fameux no-go. Encore une fois, dans ce process en silo, où au fur et à mesure, il y a des candidats qui sont éliminés de la course. L'idée, c'est d'éliminer au plus tôt et d'avoir des modèles prédictifs au plus tôt pour éliminer avant qu'il y ait des coûts engagés significatifs. Et donc, avant d'avoir des modèles murins extrêmement coûteux qui vont échouer, ou avant de passer dans des modèles humains alors que ça marchait très bien dans des modèles murins, eh bien, avoir des outils supplémentaires pour dérisquer en amont avant de faire les fameuses expériences. Un des exemples, quand on parle d'intelligence artificielle, on prend toujours la différence entre un chien et un chat. Et on a une image de chien, on a une image de chat. Mais en fait, on est souvent dans des problématiques beaucoup plus complexes en termes de nombre de paramètres et de nombre de cas. Ce qui est facile avec les chiens et les chats, c'est qu'on en a des millions dans des banques d'images et on a des millions de chiens et des millions de chats. Et finalement, avec un nombre de paramètres qui sont relativement réduits par rapport à la question et par rapport au nombre d'images qu'on a en input. Il y a un élément qui est important, c'est le nombre de cas et le nombre de paramètres. C'est aussi simple que du y égale f de x, où on veut prédire quelque chose avec un x en input et un y en output. C'est aussi, finalement, si on veut résumer beaucoup de choses qui sont faites en intelligence artificielle, c'est ça l'enjeu. Et finalement, on va prendre en x une image de chien ou une image de chat, et on veut en y que ça nous donne chien ou chat. Quand on rentre dans le domaine de la santé, très vite, on rentre dans des considérations beaucoup plus complexes, parce qu'on a beaucoup plus de paramètres et souvent beaucoup moins de cas. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément vrai, et de plus en plus, il y a des méthodologies qui visent justement à avoir des outils efficaces avec moins de cas, et y compris avec beaucoup de paramètres. En règle générale, la situation où on arrive bien à prédire les choses, c'est quand on a beaucoup de cas et beaucoup de paramètres. Et peu de paramètres, pardon.
Et peut-être pour revenir sur les aspects technologiques aujourd'hui et pourquoi j'ai été poussé, et ça répondra peut-être à une des questions qui viendra plus tard, pourquoi j'ai été poussé à justement m'y plonger en termes technologiques et aller me dire est-ce que je ne vais pas aller me faire un MOOC du MIT pour apprendre à coder en Python ou essayer d'aller creuser un petit peu plus ces technologies. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent on fait de l'intelligence artificielle et qui s'arrêtent là et qui disent nous on fait de l'intelligence artificielle et puis on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière en termes technologiques. Il y a énormément de communiqués de presse qui annoncent on a fait ça grâce à l'intelligence artificielle ou alors on a développé un nouvel algorithme propriétaire qui répond à tel ou tel sujet. Et finalement, c'est encore très difficile aujourd'hui, sans faire un assessment et rentrer vraiment dans le cœur de la technologie, de différencier, excusez-moi du terme, du bullshit de la réalité. Et aujourd'hui encore, et ça fait quelques années que ça dure, il y a encore un vrai enjeu de démystification de technologie, où finalement, il y a des choses qu'on appelle intelligence artificielle et qui sont pas plus compliquées que du Y égale F de X et qui sont donc très simples. Et peut-être du coup, pour répondre à un enjeu, je voyais tout à l'heure sur les curiosités pour appréhender ces enjeux. Vraiment, je pense, alors à moins de se spécialiser de manière très significative, il y a probablement peu d'intérêt aujourd'hui pour des pharmaciens de s'y plonger de manière très significative. Mais en revanche, comprendre les enjeux, c'est ce qui est le plus important. Sur il y a énormément aujourd'hui d'acteurs qui développent des choses sur tout le parcours. Donc, on parlait tout à l'heure de recherche amont, donc avec de l'optimisation de molécules chimiques ou d'anticorps en amont. On peut avoir en application de l'optimisation dans les essais cliniques. Sophie, tu mentionnes en recherche clinique. Aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux sur la prédiction de la réponse, la sélection des patients, la définition des endpoints des essais. Tout ça, il y a des acteurs qui essayent de développer des choses sur la base, en prenant des historiques clinical trial gouv et en essayant de développer des modèles pour aller justement prédire et essayer d'optimiser le design de l'essai clinique justement pour augmenter ses chances de succès. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi sur la recommandation pour les essais cliniques et notamment il y a IBM qui a beaucoup travaillé sur le sujet, notamment avec un produit qui s'appelle IBM, c'est For Clinical Trial, il me semble, où typiquement ça se pluguait sur le système d'information hospitalier et ça allait chercher les informations associées au profil patient. Ça allait recommander, d'ailleurs ça recommande toujours des traitements potentiels en fonction de la littérature qui est sur le sujet. En gros, leur approche a été de screener toute la littérature et de faire ce qu'on appelle de l'analyse du langage naturel et de screener toute la littérature et d'aller chercher à chaque fois, en fonction d'un profil de patient, dans la littérature ce qui existe et d'aller, un, recommander des traitements, deux, identifier des essais cliniques pertinents et c'est déjà pas mal. Et notamment, ça a fait beaucoup parler parce que le MD Anderson, qui est un gros centre aux États-Unis, a implémenté de manière assez précoce la technologie dans le centre avec beaucoup d'investissements et avec des résultats qui étaient voilà, pas extraordinaires. Et donc, ils ont mis fin à l'expérimentation, mais voilà, qui reste très exploratoire. Alors Thomas, c'est une excellente question ce que tu mentionnes pour différencier les startups et c'est un sujet que tous les acteurs ont. Les investisseurs, en fait tous les acheteurs, les centres de soins, les chercheurs, les investisseurs, les pharma, tout le monde se dit quand on est face à un pitch qui dit on va révolutionner votre segment et vos problématiques en pharma ou en soins.
Comment nous différencier le vrai du faux? Alors, il peut y avoir différents moyens. Il y a le premier moyen, c'est le moyen de la technologie. D'où est-ce qu'elle vient? Qui l'a développée? Quels sont les garants scientifiques derrière le projet? Typiquement, si derrière, on sait que ça a été développé à l'INRIA ou dans des structures académiques de renom, à Curie, à Pasteur, dans ce genre d'institutions qui sont connues pour avoir des compétences sur ces sujets-là, c'est gage de qualité. L'existence d'un brevet, un brevet qui est publié peut être et qui détaille du coup les méthodologies qui sont portées par la startup donne énormément d'informations. La publication scientifique l'est également. Souvent, les startups vont aussi avoir tendance à publier un certain nombre d'informations sur leur technologie pour être justement garant de la qualité de l'innovation. Et puis derrière, il peut y avoir des assessments qui sont beaucoup plus pointus et de mandater des sociétés spécialisées, voire le faire soi-même si on en a la compétence, mais mandater des sociétés spécialisées qui vont aller faire un audit de la technologie et qui vont aller regarder sous couvert d'un accord de confidentialité, qui vont aller regarder dans le cœur de la technologie pour voir ce dont il s'agit et essayer d'attester et de valider le cœur de la technologie. La compétence en interne, c'est aussi un sujet très important et je reviendrai après sur le fil de la petite présentation. La compétence en interne, ça c'est vraiment un enjeu qui est très important et aujourd'hui, toutes les pharmas développent en interne et en externe un tissu de compétences et à l'image de Novartis qui a mis en place un gros partenariat avec Microsoft, donc avec un partenaire externe, et qui a aussi un département en interne de data science qui s'appelle Data 42, et du coup, ce sont des data scientists en interne qui travaillent sur un certain nombre de sujets et qui ont du coup une expertise en interne dans l'industrie. À titre d'individu, la compétence personnelle peut être très intéressante aujourd'hui pour se démarquer. Et c'est vrai que quelqu'un qui va dire, et quelle que soit la direction vers laquelle vous orientez si vous êtes étudiant en pharma, une ligne dans le CV qui dit vous avez des bases en machine learning va très clairement, instantanément, probablement vous faire passer en haut de la pile et vous ouvrir des portes, puisque c'est très bête, mais voilà, c'est quasiment un soft skill qui est voilà, la petite différence qui fait que, même si ça ne va pas forcément servir dans la réalité des choses, aujourd'hui, comprendre de manière assez précise et assez fine ces technologies à titre individuel est intéressant. Et aujourd'hui, on voit des profils hybrides arriver. Le CHU de Dijon a fait un communiqué de presse en ce sens, annonçant le recrutement d'un médecin généticien avec une compétence en bioinformatique et notamment en machine learning. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer à titre personnel des médecins, notamment en anatomopathologie, qui avaient la double compétence anapath, avec un très fort enjeu d'analyse d'image. C'est typiquement une des applications quand on pense à l'aide à la décision en clinique et notamment en oncologie, qui est un sujet de rupture. En oncologie, on a notamment la radiologie et l'anatomopathologie qui impliquent de l'analyse d'image. Et là, c'est un peu, on revient sur l'exemple chien et chat, c'est tumeur, pas tumeur, et répondeur au traitement, pas répondeur au traitement, essayer de prédire l'avenir sur la base de l'image. Et l'anatomopathologie, l'étude des tissus tumoraux, est en train de vivre une transformation majeure et en train de passer de microscope sur les bureaux des anapathes à une digitalisation du process et la capacité d'analyser ces images. Et donc, typiquement, ça, beaucoup de startups travaillent sur ces sujets, et notamment Hawkin en France. Il y a aussi Keylab qui travaille sur ces technologies en France pour essayer de faire de l'aide à la décision. Donc, aider le clinicien
avec des cas soit chronophages qui lui prennent beaucoup de temps mais qui sont simples. Par exemple, compter des cellules. Aussi bête que ça, l'algo il va réussir à cercler les cellules et à les compter automatiquement. Là où habituellement, le clinicien il doit compter des cellules. C'est bête, ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas à très forte valeur ajoutée. C'est un des cas, ça marche aussi pour la radiologie, faciliter les cas simples. Et il y a un autre segment qui est aider sur les cas complexes, les cas où on n'arrive pas à prendre une décision tout seul et on aimerait bien un second avis. Et donc, le second avis peut venir avant ou après, soit pour confirmer le diagnostic après coup, et dans ce cas-là, il n'implique pas de biais au médecin. Ça peut être assez séduisant puisque l'algo arrive après sa décision, il a déjà pris sa décision, soit avant, peut-être pour accélérer les prises de décision. Et donc ça, typiquement, c'est des sujets où de plus en plus, il y a des anapathes qui développent des expertises en machine learning et qui se mettent à coder. J'ai eu un autre exemple aussi, typiquement d'un pharmacien qui a fait un PhD en machine learning, qui allait travailler 3 ans chez IBM et qui travaille aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique. C'est des profils hybrides extrêmement séduisants pour l'industrie. Il n'y en a pas encore énormément. Je ne suis pas certain qu'il en faille énormément. Voilà, c'est un profil très particulier et qui vise justement à se dédier à ça. En revanche, si vous n'êtes pas dédié à ça, ce qui est important, je vois c'est un peu troublant, il y a un masque africain qui apparaît de temps en temps à côté de mon visage. C'est le masque qui est dans mon background, donc vous inquiétez pas, tout va bien, il me hante pas. Et donc, il y a une compréhension générique des enjeux et de se dire qu'est-ce qui existe. Et finalement, ça va être quasiment de la culture générale des technologies, de ce qui existe ou n'existe pas en termes d'innovation. Donc, Flora, tu mentionnais les exemples d'utilisation d'IA en diagnostic. Ça va être ça va être de l'imagerie, ça va être aussi en analyse génétique. De plus en plus, aujourd'hui, on est en train de considérer l'utilisation du whole exome sequencing, donc du séquençage, de la séquence complète du génome pour du soin. Mais c'est très loin d'avoir, on est très loin d'avoir implémenté ces analyses en routine systématique. Et donc, ces outils pourraient avoir un intérêt fort en routine, en génétique. Alors, je vais reprendre du coup, là, je me suis un peu égaré. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Tu as une petite boîte à questions, en fait, je ne sais pas si tu la vois, QNR, ou tu vois peut-être pas trop, je pense, les questions qui sont dessus. Au-delà du Ouais, chat. Q&A, c'est bon, je l'ai. Camille, c'est ça tout l'enjeu du in silico versus in vivo, in vitro. En fait, faut bien voir que tout ça n'est pas nouveau. Je veux dire, faire du in silico, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est des méthodologies, des approches technologiques, c'est des approches statistiques qui sont finalement nouvelles et qui sont permises, par le volume de données qui s'est accru de manière très significative au cours de ces dernières années. C'est aussi de plus en plus d'approches rétro-translationnelles. Donc, c'est utiliser les données de soins. D'habitude, on parle du translationnel, donc à la périphérie de la recherche et du soin, mais il y a aussi de plus en plus du rétro-translationnel. Donc, c'est comment on utilise les données de soins et les échantillons pour retourner en recherche. Et ça, c'est de plus en plus développé. Donc, on a des volumes de plus en plus importants. Un des autres enjeux qui s'est développé de plus en plus, c'est l'apparition des outils technologiques sous-jacents et notamment de la puissance de calcul. À l'image de, si vous êtes des joueurs de jeux vidéo, vous avez dans vos ordinateurs des cartes graphiques, donc des GPU, à l'image des processeurs, des CPU, notamment Intel, que vous avez peut-être un petit logo sur votre laptop. Ces technologies se sont vachement développées au cours des dernières années pour supporter un besoin en ce qu'on appelle en puissance de calcul et qui est nécessaire
à l'utilisation et au développement d'un certain nombre d'algorithmes. Donc, il y a eu, donc encore une fois, l'in silico, ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en bioinformatique depuis 20 ans ou 30 ans. Et donc, finalement, c'est encore une fois une strate supplémentaire de technologie qui s'est rajoutée et qui va arriver de manière complémentaire aux autres innovations qui étaient déjà existantes. Mais il y a déjà eu des cas d'usage et sur lesquels un certain nombre d'industriels ont communiqué. Notamment, on parlait de l'optimisation de molécules. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder une startup qui s'appelle Ictos, qui est une startup française, IKTOS. Et typiquement, eux, ils sont arrivés dans des situations où les pharma étaient un peu, et c'est pas avec Novartis, c'est avec d'autres acteurs, dans l'impasse en fait. Et ils n'arrivaient pas forcément à se sortir d'une impasse et ils perdaient beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Et donc, avec finalement un sang neuf, une nouvelle vision, des nouveaux outils, ils ont pu très rapidement aboutir à des résultats et se sortir de cette impasse de manière très efficace. Alors non, la startup que je mentionnais, c'est, que je te dise pas de bêtises, c'est Extensia. Alors je peux te le noter. Il y a, si ça vous intéresse de voir en termes de cas d'usage, il y a plusieurs ressources qui sont hyper intéressantes, qui fournissent énormément de contenu. Il suffit de taper Startup Intelligence Artificielle Santé, vous le faites en anglais et vous allez avoir très rapidement énormément de choses. Et je pense notamment à un blog qui c'est Bench Science qui faisait ça. Et il l'a fait pendant un an et demi. Et à un moment, il a annoncé, il a dit, je ne peux plus le faire. Il y a trop d'acteurs, on s'arrête. Et il listait un certain nombre de cas d'usage et il liste un certain nombre de startups. Et parmi lesquels, il y avait l'identification de biomarqueurs, le design de drogues, le design d'expériences précliniques, l'optimisation des essais cliniques, l'analyse de données de vie réelle, la compréhension des mécanismes des pathologies. Donc vous pouvez regarder, il a arrêté de le mettre à jour, mais c'est encore d'actualité. Et c'est un certain nombre d'exemples assez intéressants. Alors, Sana, c'est une excellente question sur rassurer les professionnels de santé, c'est un enjeu majeur. Parce que il y a beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup d'échecs. Typiquement, IBM a communiqué de manière très significative sur l'implémentation d'IBM Watson. Et l'échec derrière a fait très mauvaise presse dans le domaine de la santé. On parle souvent de la courbe de la hype, la courbe de Gartner, qui est une courbe qui monte comme ça. C'est la hype qui monte, qui monte, qui monte. Et il y a une sorte de désillusion qui redescend, une désillusion technologique. Et finalement, il faut attendre une deuxième phase pour être réellement dans l'implémentation de ces technologies. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui pensent aujourd'hui qu'on est en haut de cette courbe et qu'on s'apprête à descendre et à chuter et avoir énormément de désillusions dans l'implémentation en vie réelle de ces technologies, parce qu'il y a eu beaucoup de désillusions. Je prends notamment un exemple assez important. Dans le mélanome, détection des mélanomes cutanés, annonce en grande fanfare, détection meilleure que les dermatologues. Et derrière, petit souci, c'est que cet algo, il a été développé uniquement sur des patients caucasiens, donc de peau blanche, et était totalement incapable de détecter quoi que ce soit sur tout autre type de peau. Donc là, bien évidemment, enjeu de validation et de désillusion très significatif, enjeu de crise de confiance hyper importante. Beaucoup de cliniciens en ont peur, se disent on va perdre notre boulot, etc. Alors déjà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est vraiment sur de l'association humain et outils. De la même manière, c'est un exemple très bateau que tout le monde prend. Qui volerait aujourd'hui dans un avion qui a uniquement un volant et un frein à main? Personne. C'est un écosystème d'innovation et d'outils
à la fois hardware, à la fois software. Pour ceux qui ont des lunettes, aujourd'hui, rentrer dans un cabinet d'ophtalmo, il y a des machines partout, des logiciels qui sont déjà inclus dans la pratique et qui, dans la continuité, vont de plus en plus s'implémenter. Et donc, on est vraiment sur une association entre des professionnels de santé et des outils. Aujourd'hui, peut-être pour revenir sur un aspect important qui est celui de la réglementation, qui n'est pas nouvelle non plus. Aujourd'hui, on considère ces outils, quand il s'agit de pratiques cliniques, ce sont des logiciels dispositifs médicaux. Et en tant que tels, ils doivent suivre un processus de validation. Ils vont avoir ce qu'on appelle des revendications. Et leurs revendications, et ils vont être validés pour ça, vont être aide à la décision dans telle situation clinique. Et ils vont être utilisés uniquement pour cette situation clinique. On ne va pas revenir sur le sujet dans le détail. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Mais il faut savoir que de plus en plus, les autorités réglementaires et les autorités de remboursement se sont penchées sur le sujet et essayent de développer des nouvelles méthodologies pour essayer d'intégrer ces nouvelles perspectives d'algorithmes apprenants. Je ne pense pas à titre personnel qu'on arrive demain à valider des algorithmes apprenants de manière dynamique. De mon point de vue, on est sur des versions. Et donc, il y a la V1 qui est fixée dans le temps, qui est validée comme telle. Amélioration, 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 qui ne rentre pas dans la pratique clinique. V2, et là, c'est cette V2 qui va rentrer dans la pratique clinique et qui va prendre en compte l'amélioration continue qui aura eu lieu au cours des derniers mois, mais qui va être revalidée du coup d'un point de vue réglementaire. Et donc, on va avoir des successions de versions. Et donc, pour la confiance, beaucoup de pédagogie, de la preuve scientifique et de la preuve clinique, de la preuve d'efficience, de montrer qu'effectivement, c'est quelque chose d'intéressant pour les patients et d'économiquement viable. Aujourd'hui, on commence à arriver à montrer que c'est utile et important pour les patients. La viabilité économique est encore beaucoup sujet à description. Enfin, aujourd'hui, voilà, d'un point de vue réglementaire, on est systématiquement dans le cadre de la loi de bioéthique, les autorités se sont positionnées de manière assez claire sur le fait qu'il faut rester sur des algorithmes d'aide à la décision qui sont associés à une décision de clinicien et non pas d'algorithmes autonomes. Et pourtant, dans d'autres pays, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des algorithmes qui vont donner un test, un résultat. Aujourd'hui, vous faites vous prenez votre insuline, vous prenez votre tension. Tout ça, c'est des ECG où il n'y a pas d'aide clinique de clinicien associé. Vous allez être capable d'avoir l'information directement sans aide de tiers. Et il y a des pays qui avancent dès à présent sur des algorithmes autonomes qui vont pouvoir fournir un diagnostic et qui vont rentrer après. Ils restent dans le contexte d'une prise en charge avec des cliniciens associés, mais il y a déjà des algorithmes qui vont dans ce sens. Et d'ailleurs, la FDA, donc les autorités réglementaires aux États-Unis, publient les algorithmes qui sont validés et qui sont autorisés, autorisés, pas forcément. Enfin, la notion, on ne va pas mélanger la notion de validation et d'autorisation, mais en tout cas certifiés. Et ils le publient de manière publique, et notamment en radiologie, il y a un site qui publie assez facilement, et si vous tapez FDA radiologie, vous allez retrouver un certain nombre d'outils qui sont validés pour la routine en radiologie. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions sur le chat ou sur le Q&A, j'y répondrai avec plaisir. J'aimerais vous partager aussi un certain nombre d'informations liées à la position de la France par rapport à tout ça, parce qu'on parle souvent d'une position privilégiée de la France et qu'on a le meilleur terreau fertile à l'intelligence artificielle, en particulier en santé. Et il y a effectivement un certain nombre d'initiatives qui ont été mis en place, et de formations d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, on va y revenir. Le gouvernement a pris un engagement fort pour faire de la France un acteur incontournable de l'intelligence artificielle avec ses moyens. C'est des moyens importants pour la France. C'est des moyens, si on compare par rapport aux investissements dans l'IA de Google ou d'Amazon,
qui ne sont pas colossaux, mais qui restent des moyens importants. Et notamment, il y a le plan IA qui a été annoncé par le président de la République et notamment suite à un rapport qui a été porté par Cédric Villani, le fameux mathématicien. Et suite à cela, il y a un certain nombre d'initiatives importantes qui ont été menées en France. Il y a un programme qui s'appelle Choose France, qui a été Choisissez la France, qui a été porté et qui a poussé un certain nombre d'industriels majeurs à implémenter des capacités de recherche, de développement, de formation en France, à l'image d'IBM, de Microsoft. Il y a aussi des gros acteurs français comme Dassault ou Capgemini qui ont développé, en tout cas qui ont des empreintes fortes en France, qui sont des acteurs globaux. Orange Healthcare également, qui ont développé une grosse activité en France en recherche et développement. Il y a une autre action importante qui sont les instituts Prairie, enfin plutôt les instituts 3IA et dont l'Institut Prairie, qui est l'Institut 3IA pour la région parisienne. Ce sont des instituts de recherche interdisciplinaires qui ont été créés du coup en suite de cette annonce du président en 2019 pour favoriser justement la recherche et la formation en intelligence artificielle, avec un budget total de 75 millions d'euros pour ces différents instituts. Il y en a un à Grenoble, un à Nice, un à Toulouse et un à Paris. Et donc, ça s'appelle Prairie. Pareil, vous pouvez regarder sur Google Prairie, Institut 3IA, et vous aurez pas mal d'informations. Un autre élément important, on parlait dans ma formation de Paris-Saclay, c'est aussi un élément important pour la France, c'est que de manière sous-jacente à l'IA, il y a une compétence en mathématiques qui est importante à avoir. Et pour avoir souvent une expertise de pointe en intelligence artificielle, on mélange souvent aussi avec l'expertise en mathématiques. Et c'est vrai qu'en France, on a un nombre de médailles Fields qui est l'équivalent du prix Nobel, qui est extrêmement important. Je crois qu'on est le premier ou le deuxième au monde en nombre de médailles Fields. Et donc, voilà, dans le centre de Paris, on a des établissements hospitaliers, des acteurs de pointe en IA, des acteurs de pointe en mathématiques. Et c'est vrai que du coup, on a un terreau fertile en termes d'écosystème académique qui est extrêmement qui est de pointe et qui est un terreau extrêmement favorable à l'utilisation de ces innovations. Est-ce qu'on a des questions supplémentaires? Est-ce que Mario, tu avais des questions? Bah non, écoute, pour moi, c'est très clair. Tu parlais de formation. Est-ce que tu as des exemples? Et tu disais du coup que, par exemple, quand tu es en santé, tu n'es pas obligé d'aller très très loin sur la formation. Est-ce que tu as des idées de formation ou des idées de compétences que les pharmaciens doivent connaître, au-delà juste de la culture générale, peut-être? Des trucs un peu plus précis Ouais, alors il y a Descartes qui a lancé un DU en intelligence artificielle appliquée à la santé. Et je pense qu'il doit brosser un panorama très large des enjeux réglementaires, éthiques, technologiques, les applications. C'est du temps, c'est un investissement qui est significatif, mais qui permet de dresser un panorama assez important et qui, je pense, regroupe à la fois des étudiants, des professionnels de santé. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose à faire en 6e année, mais peut-être ultérieurement dans sa carrière, ou peut-être en parallèle. Peut-être c'est un master qui peut être fait en alternance, en parallèle d'une autre activité. Il y a effectivement un certain nombre de formations qui commencent à se développer. Et il faut voir, en fait, en fonction de l'investissement qu'on veut avoir, il y a l'affinité, mais après, progressivement, on se prête au jeu et on se dit, bah, tiens, j'ai envie d'apprendre à coder parce que j'ai envie d'apprendre une autre langue. Et parce que c'est quasiment ça, apprendre à coder, c'est apprendre une autre langue. Et finalement, la curiosité qui fait que de plus en plus, on va s'y impliquer. Et pour le coup, on est sur d'autres métiers. Il faut vraiment, je pense, différencier quelqu'un qui a vraiment une double compétence va pouvoir accéder à d'autres métiers qu'une personne qui est en market avec une affinité et une compréhension des enjeux associés à l'intelligence artificielle. Et donc, on va pouvoir accéder à d'autres métiers. Le socle de base, on va probablement pas arriver dans une situation où tous les marketeurs ou
les personnes auront besoin, en tout cas on a quelques décennies, je pense, encore devant nous, pour pas avoir forcément besoin, un socle purement technique dans le détail, mais en revanche avoir des compréhensions et de plus en plus, et effectivement peut-être à terme ce sera comme avoir anglais sur son CV, ça deviendra pour ainsi dire prérequis. Aujourd'hui, voilà, c'est comme dire que vous maîtrisez Word ou Excel, mais de faire la différence sur ces aspects-là. Je pense qu'aujourd'hui, pour les acteurs, c'est plus une question de curiosité et d'essayer de voir, d'explorer dans un premier temps quelles sont les applications de notre cursus principal. Et donc, quelqu'un qui va aller faire un master en chimie va regarder du coup quelles sont les applications dans son domaine de ces technologies et regarder finalement quelles sont les startups. Et derrière, c'est de se dire finalement quel est le projet. C'est pas se dire juste je vais faire, à moins qu'on veuille apprendre une nouvelle langue, faire du machine learning pour faire du machine learning, c'est se dire d'avoir le déclic de se dire je vais faire un master en chimie et derrière j'ai regardé Ictos et Ictos ça a l'air génialissime ce qu'ils font et pour y aller je me dis que ça pourrait être pas mal de peut-être en 6e année faire un master en bioinformatique voire même en machine learning et donc là en fonction de son niveau on peut aller voir il y a une formation aux mines aussi qui est de très haut niveau. Il y a une formation à l'ENS qui est aussi d'un très haut niveau. Voilà, le DU de Descartes. Les instituts Prairie portent des formations également. Voilà, l'image du mapping de formation que vous ferez peut-être en 6e année, c'est l'étendre à ce genre de formation. Faut avoir une fibre un peu geek, hein, c'est de l'informatique, mais ça me semble extrêmement intéressant pour se démarquer de la concurrence et des nombreux pharmaciens qui arrivent sur le marché du travail, ça peut être une forte valeur ajoutée. Ouais, pour rebondir là-dessus aussi, moi j'ai des amis de promo, d'anciennes promos qui ont fait des masters data. Ça se fait de plus en plus. Moi j'ai un ami là qui est à Télécom, donc grosse Ouais. école privée, master pur stat, quoi, avec d'autres gens qui ont fait des stats avant, etc. Donc c'est complètement faisable d'être pris dans ce type de master. Je pense que c'est ce que tu dis, c'est de la motivation et de l'intérêt aussi pour le domaine. D'avoir envie et d'avoir la volonté de rentrer dans un tout nouveau domaine et d'avoir la double compétence. Et puis il y a aussi un peu à sa clé du coup le master XHEC Data Science. Je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être toi Timothée à titre personnel, mais du coup on avait fait intervenir Aurélien Rivet qui avait fait Pharma, tu connais peut-être Timothée, et qui avait fait ce master-là et qui maintenant justement bosse sur les enjeux Data Science dans les labos Pharma. Ça permet, je pense, vraiment d'accéder à des opportunités, des postes extrêmement intéressants. Et il faut vraiment avoir une motivation importante. Donc, soit finalement aller directement en 6e année sur un master de bioinformatique. Là, pour le coup, vous allez faire de la bioinfo directement ou un master de bioinfo de machine learning. Vous allez vraiment en faire votre cœur de métier. Après, voilà, il faut vraiment voir est-ce que il faut que ce soit une plus-value ou est-ce que on a envie d'en faire son métier. Et dans ce cas-là, il faut vraiment avoir une passion forte pour la data science en général et donc pour l'informatique et pour les statistiques. Et vraiment une fibre forte sur les statistiques et des statistiques de très haut niveau. Et là, pour le coup, c'est aussi se retrouver en concurrence en termes de formation avec des personnes qui ont fait tout leur cursus, qui sont des X ou ce genre de choses. Vous regardez le profil, vous allez sur LinkedIn, vous regardez sur Hawkin, qui est une des plus grosses startups en machine learning appliquée à la recherche et développement en santé. Vous regardez le profil des data scientists et vous verrez que voilà, pour être vraiment data scientist pur, on se retrouve vraiment en concurrence de personnes qui ont des profils de pointe. Moi, dans ma perspective pharma, je dis souvent que le pharmacien, il peut parler de beaucoup de choses, il ne connaît pas grand-chose sur beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'avoir ne serait-ce que l'acculturation des enjeux et va être vraiment hyper important. Et des aspects technico-juridiques. C'est aussi peut-être
de comprendre quels sont les enjeux éthiques associés aux exploitations de données et les différentes problématiques. On parlait de réglementaire tout à l'heure. Quelle est la tendance? Volontairement, je ne suis pas rentré dans des aspects techniques parce que il suffit de taper machine learning santé pour avoir des résumés sur YouTube en 10 minutes des différentes méthodologies et de ce dont on parle, ou en allant beaucoup plus dans le détail. Et là, dans ce cas-là, on est sur des choses vraiment très compliquées. Mais c'est vrai que je vous invite du coup à aller regarder, si vous souhaitez en savoir davantage sur les perspectives techniques, de regarder du contenu. Je pense que c'est vraiment le message clé, de se renseigner et de regarder par rapport à vos domaines d'application de la littérature. Il y en a plein, que ce soit sur PubMed ou de la littérature vraiment donc pure scientifique ou de la littérature plus vulgarisée. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, soyez curieux et regardez ce qui se fait dans les startups. Peut-être pour aller dans une startup à l'issue de son cursus. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. C'est un truc dont on ne parle jamais dans les études de pharma, de rejoindre ou très rarement, de rejoindre directement une startup. Et il y a des choses vraiment très intéressantes qui se font et où on apprend beaucoup de choses justement de manière extrêmement transverse, un peu en mode couteau suisse, et on peut apprendre beaucoup de choses. Oui, l'avantage en startup aussi, c'est qu'on ne regarde pas forcément ton CV, quoi. C'est plus ta motivation, ton réseau, et derrière, tu apprends énormément et tu développes. Enfin, dès que tu rentres là-dedans, je pense que c'est un peu exponentiel en termes de compétences et de réseau derrière, quoi. Ouais, peut-être on a parlé beaucoup d'académique et de pharma. Peut-être pour rapidement parler des acteurs de la tech, parce que c'est vraiment des acteurs qui pénètrent le marché de la santé de manière très forte, avec des propositions de valeur qui ne sont pas encore très claires. Chacun a met en avant un certain nombre d'activités, de projets, par des investissements qui ne sont pas forcément extrêmement visibles. Typiquement, derrière 23andMe, il y a des gros investissements de Google, sur du séquençage génétique. Il y a des équipes de recherche qui travaillent sur ces sujets-là, que ce soit à Microsoft, à Google, à Amazon. Il y a de plus en plus de projets qui sont portés. Et aujourd'hui, en tant que pharmacien, il y a aussi des opportunités dans ce secteur-là. Et typiquement, à titre personnel, je me suis vraiment posé la question de me dire à un moment donné, est-ce que je n'irais pas justement dans la direction santé d'un grand groupe de la tech? Parce que ça doit être aussi passionnant. Et c'est des choses qui existent vraiment avec un bagage en IA, de justement switcher un peu de carrière et d'aller dans cet autre secteur industriel appliqué à la santé, et où il y a des choses extrêmement intéressantes et des acteurs qui construisent encore leur position, soit IBM avec vraiment de l'outil qui vont de l'outil logiciel vraiment dispositifs médicaux, des acteurs comme Intel ou Nvidia qui se positionnent de manière très importante en life science, mais sur l'aspect hardware dont on parlait tout à l'heure, les GPU et les CPU. Et puis, des acteurs comme Google, Amazon, qui vont pouvoir fournir du service divers et variés. Amazon, notamment, ils sont beaucoup sur la puissance de calcul, ce qu'on appelle le cloud computing, donc la capacité d'avoir de la puissance de calcul sur Internet. C'est du cloud computing as a service. Donc, ils fournissent de la puissance de calcul dématérialisée, entre guillemets. C'est un de leurs produits phares. Et donc, ces acteurs investissent beaucoup dans les startups de la santé, investissent beaucoup dans des projets en propre. Et très certainement, dans les années à venir, on va les voir de plus en plus dans la sphère, d'autant que ils ne commercialisent pas de produits de santé, ce qui simplifie beaucoup les choses pour interagir avec l'écosystème, pour développer des outils à l'attention des professionnels de santé. Paradoxalement d'ailleurs. Pourquoi tu n'as pas rejoint, du coup, finalement, et que tu as préféré l'industrie pharma? C'est une somme de choses, une somme de faisceaux, d'opportunités aussi, parce que le Biome à Novartis, c'est une belle opportunité d'un département qui se crée, qui est en pleine croissance. Mais les deux peuvent être extrêmement intéressants. Il y a
disons, c'est vrai que l'industrie pharma, à titre personnel, je suis assez convaincu de sa vocation, de ses objectifs, de sa finalité pour les patients, pour les professionnels de santé. Je ne suis pas convaincu que ce soit totalement la même chose pour tout ou partie des industries de la tech qui n'ont pas forcément voilà, ces considérations éthiques et ces principes qui sont au cœur des activités dans la pharma, vraiment au quotidien quand on travaille sur ces enjeux-là. Ok, très clair. Et du coup, je vous l'ai dit dans le chat, n'hésitez pas à poser vos dernières questions avant qu'on clôture le webinaire. En tout cas, je trouve que c'était très clair et tu as balayé, je pense, pas mal de sujets. Donc, merci beaucoup, Timothée. Et puis, bah, si vous avez des questions avant qu'on termine, je sais pas si vous avez des choses à rajouter, peut-être Timothée, mais je pense que c'était globalement assez clair. Moi, pour rajouter peut-être un dernier truc, on organise du coup, bah, Timothée, tu seras mentor a priori et peut-être dans le jury, un challenge avec Startin Saclay et l'ENS sur le sujet de l'IA et du digital dans la santé. Donc, c'est notamment organisé avec pas mal d'étudiants du master MVA, qui est le gros master IA de l'ENS. Donc, c'est du 4 au 6 décembre, c'est un hackathon en fait en ligne. Donc, je vous mets le lien là dans le chat si ça vous intéresse d'y participer. C'est ouvert à tout type de profil pour monter des équipes et bosser sur des problématiques. Il y aura pas mal de mentors, pas mal, notamment en lien avec IBM, enfin pas mal de mentors d'IBM aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Et puis, Timothée, je te laisse le mot de la fin si tu avais des choses à ajouter. Non, je pense que c'est. Merci Mario, et effectivement au plaisir de retrouver ceux qui participeront à ce challenge auquel j'essaierai de participer. Euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les pharmaciens de se positionner dans cet écosystème. Et de plus en plus, le pharmacien, et y compris le pharmacien d'officine d'ailleurs, on a parlé surtout de pharmaciens industriels, mais les pharmaciens d'officine et les pharmaciens hospitaliers peuvent également être des acteurs majeurs dans l'implémentation de ces technologies. Et de mon point de vue, il y a vraiment quelque chose à faire au plus proche du patient, où justement, toujours un des enjeux associés à l'IA, c'est la génération de données. Et c'est vrai que les pharmaciens d'officine sont des acteurs majeurs dans la génération de données et de mon point de vue devraient l'être encore plus et vraiment se saisir de ces enjeux. Et j'espère que ce sera de plus en plus quelque chose qui sera porté dans le cursus pour former et voir comment demain, voilà, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais l'optimisation des stocks dans une pharmacie d'officine, l'optimisation des flux de patients, l'optimisation des commandes, il y a beaucoup de choses qui pourraient également être au cœur des problématiques des pharmaciens d'officine. Et donc, ce n'est pas uniquement le pharmacien en industrie ou en recherche fondamentale qui est ciblé, mais bien l'ensemble de la chaîne, autant celui qui va aller travailler chez des distributeurs que le pharmacien d'officine, que celui en industrie ou dans tout autre secteur, et bien évidemment aussi dans les startups qui seront certainement impactés et qui ont un fort intérêt à se renseigner sur ces technologies. Super, bah merci pour cette conclusion, Timothée. Je pense qu'on a fait le tour, du coup, il n'y avait pas d'autres questions. Merci à tous d'avoir participé. Merci, Timothée, pour ton intervention. Et puis, bah, bonne soirée à tous. Je t'en prie, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bonne soirée.